Mesdames et messieurs, nous sommes de retour. Nous sommes de retour et à partir de maintenant, tout ira très vite. Nous allons donc, ou je vais donc sans protocole, laisser la parole au professeur Joël Aïva pour la modération du seul panel de la journée. Merci professeur. Merci beaucoup Jean-Luc Bitopé. Je vais encore une fois remercier toutes les personnalités qui sont restées pour ce panel, qui sera le panel unique en fait de la journée. Nous avons voulu ramasser toutes les 3 communications. Je sais que vous avez le programme, mais je rappelle simplement à votre intention que nous écouterons successivement la première communication du ministre Alessandro Mutondi, qui portera sur les partis politiques et la formation des gouvernements au Bénin. La deuxième communication est celle de M. Simon Narcisse Tometi, qui va nous parler de la stabilité gouvernementale et la bonne gouvernance sous le renouveau démocratique. Je rappelle que M. Narcisse Tometi est expert en aménagement du territoire, mais également expert en développement et économie locale. Le ministre Alessandro Mutondi, je ne le présente plus, tout le monde le connaît, est un acteur politique de notre pays. La troisième communication, qui pour nous est celle peut-être des propositions, en tout cas esquisse de solutions, de propositions, est celle du professeur Victor Tokpanou, qui est professeur de sciences politiques à l'université d'Abomey-Calavi et comme vous le savez également, a eu une expérience gouvernementale considérable, ancien secrétaire général du gouvernement, mais également garde des Sceaux. Et il nous dira, il nous livrera sur cette question également les quelques réflexions que le sujet lui suggère. Donc, avec votre permission, pour ne plus perdre beaucoup de temps, je vais laisser la parole à M. le ministre Alessandro Mutondi. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci, monsieur le professeur. C'est un réel plaisir pour moi d'être invité dans ce cadre de ces entretiens de mercredi qui nous permettent bien sûr d'échanger, d'ouvrir nos horizons, parce qu'il y a de très fortes personnalités qui participent au débat. C'est devenu un lieu vraiment où la science croise donc la pratique, et je crois que c'est une bonne chose. Donc c'est avec beaucoup de plaisir que je voudrais introduire, disons, les débats sur la participation des partis politiques à la formation du gouvernement. Les mots-clés, première d'entrée, les mots-clés, pour moi, c'est d'abord le messianisme. Il faut le savoir, ce que c'est Dieu qui a donné, etc. Le clientélisme, l'opportunisme, l'attentisme, le sectarisme, le tribalisme, le régionalisme et intérêts régionaux, les religions, donc la théocratie, etc. J'ajouterai, je pourrais ajouter d'autres, mais ce sont les mots-clés que vous entendrez. J'espère que... Mais d'abord, un peu d'historique. Je n'ai que 20 minutes. N'ayez pas peur. Eh bien, je vais questionner d'abord l'ancêtre des partis politiques, l'Union progressiste dahomienne, 1945, et qui déjà en 1951 a donné un petit, qu'on appelle le groupe ethnique du Nord, le président Maga. Et les raisons, on va en parler plus tard, et déjà à la veille de la déclaration de la République, la proclamation de la République du Dahomey en décembre 1958, eh bien, c'est déjà devenu 3. Donc, il y a une division participarité. Et ces 3 partis politiques ont marqué la vie politique de notre pays de 1960 à 1972. Mais les 3 régions politiques créées sont restées telles quelles, jusqu'au moment où je parle. La région du Nord, qui est la région donc du groupe ethnique du Nord, qui est devenu RDD, MDD après, et dont, disons, les successeurs sont là, je viendrai là, j'en viendrai. Il y a l'espace UDD. L'espace UDD, c'est le ZRO, l'Ouest, Sud-Ouest, etc. Et puis il y a l'espace PRD, le président Apiti. L'UDD, c'est bien le président Aomanegbe. Vous savez, le système était bâti de telle sorte que quand
deux partis politiques se retrouvaient, et bien ils excluaient le troisième et constituaient le gouvernement. Et c'est pourquoi je suis d'accord avec les éminentes personnalités qui ont eu à dire que, effectivement, les partis politiques participaient de 1960 à 1972 à la formation des gouvernements. Mais lorsque le président de la République est un peu fâché contre son allié, il pouvait regarder du côté du troisième et faire partie donc son allié et prendre le troisième. Alors ça a rythmé la vie politique jusqu'en 1912, à 1910, pardon, où ils ont estimé que si les trois restaient ensemble, ça irait mieux. Les trois sont restés ensemble, et ça a formé le conseil présidentiel, le mot à trois têtes, le gouvernement tricéphale, etc. Beaucoup de mots. Mais ça n'a pas marché. Le président Maga faisait 2 ans, on m'a dit de le prendre, mais entre mai, ça a chauffé, et puis finalement il a pris, et quelques mois plus tard, les militaires ont dit, ça suffit, c'est nous qui avons donné naissance à ce monstre, eh bien, on l'élimine. Et puis, le gouvernement révolutionnaire, militaire révolutionnaire est arrivé en 1975, ils ont créé, avec un certain nombre de camarades de lutte, ils ont créé le Parti de la Révolution populaire du Bénin, PRPB. Et ce parti est un parti État, parti unique et parti État, qui a eu la haute mainmise sur la formation du gouvernement et tout ce qui concerne la politique au Bénin, cela jusqu'à la conférence nationale des forces vives de février 1990. Le reste, vous et moi, nous avons vécu cela. Mais il faut le dire, l'élection du président Soglo a été faite, n'est-ce pas, grâce à des partis politiques qui étaient vraiment pour le changement, pour le renouveau. Il y avait un groupe qu'on appelle le GCP, groupe de concertation politique, et au cœur de ce groupe de concertation politique, il y avait l'UTR, qu'on connaissait très bien, je crois que le président Zizoko est là, il en parlera mieux que moi. Et c'est autour de ce noyau-là que tout s'est fait. Et il faut rendre hommage au président Soglo, ici, en disant qu'au moins lui consultait les partis qui l'ont porté au pouvoir. Et il a fait jusqu'à la fin. Et cela est remarquable, il faut le souligner, sous le renouveau démocratique. En 1996, bien sûr, on est rentré de plein pied dans la politique, où les partis politiques animent, etc. À l'Assemblée nationale, il y avait près de 17 partis politiques. Mais le président de la personnalité du président de la République, Mathieu Kérékou, a beaucoup joué. Lui, c'est un stratège qui s'est déplacé les forces sur l'échiquier. C'est un joueur, lui. En même temps qu'il tient compte des particularités régionales et tribales, etc. Donc, il va dénoncer le tribun de chaque région et autour de cette tribun-là, il constitue son gouvernement. Et ce n'était pas tant les partis politiques, mais il y avait au moins 2 partis politiques dont il tenait compte à tout moment. Il y a le PSD avec autour un certain nombre de partis de gauche qu'on appelait la DEMA, et il y a le PRD. Il a tout fait pour que son CBF, comment on appelle sa convention du Bénin du futur, et ces 2 entités puissent rester ensemble pour conduire le pays. Ça n'a pas été facile. Je crois que ceux qui ont été dans cette aventure avec moi peuvent témoigner. Ce n'était pas facile, mais le général, par sa personnalité, a quand même conduit les choses, et les partis comptaient. Les partis comptaient beaucoup. Puis nous sommes arrivés, je pourrais dire, en 1900 ou en 2001, où quelque chose s'est produit. Quelque chose s'est produit, c'est que la convention du Bénin du futur a été prépondérante dans l'élection du président de la République. Il avait franchi le cap de 48%. Et de cette façon, les autres partis ne voulaient plus aller à la compétition, en compétition avec lui. Et puis, il s'est trouvé le PSD, le Parti social-démocrate, avec qui, le jeu a été fait, le jeu politique a été fait. Et donc, le Parti social-démocrate a participé au pouvoir, donc à la formation du gouvernement et à chaque formation de gouvernement. Mais
vous allez me demander, mais ceux qui se regroupent, puisque c'est de la nature d'abord des partis politiques. Ces partis politiques que je viens de citer, qui ont participé à la formation des gouvernements, c'est des partis politiques qui participent en même temps à la constitution des rapports de force à l'Assemblée nationale. Donc, ils ont des députés, et leur défaillance peut provoquer, n'est-ce pas, une modification des rapports de force, et le président de la République a besoin d'une majorité à l'Assemblée nationale pour faire passer donc ces lois. Mais les partis politiques au Bénin, nous allons nous arrêter un peu et en parler un peu plus. J'ai dit qu'il y avait que ça ne se reproduisait pas si parité, sous le renouveau démocratique, ça s'est exacerbé. Mais généralement, c'est le sectarisme, le tribalisme, le régionalisme. Au sommet des grands partis, les 17 grands partis qui sont nés, disons, à l'occasion de la conférence nationale, le manque de démocratie et de gouvernance, la mauvaise gouvernance de ces partis politiques, tout cela a mené, n'est-ce pas, un repli identitaire des cadres politiques. Et ce repli identitaire, c'est ça qui explique la création de petits partis pratiquement toutes les semaines. Au point aujourd'hui, nous sommes à peu près 200, combien, je ne sais pas, partis politiques. 237 partis politiques, on me souffle ici. Alors, si vous regardez bien, les sous-ethnies du Bénin, les grandes ethnies sont dépassées maintenant. Ça épouse, ces partis-là épousent le contour des sous-ethnies du Bénin. Alors, à partir de cet instant, je crois que ça ne commence pas à préoccuper. Je voudrais saluer le professeur Joël Aïvo, qui est quand même un bon observateur, et qui nous permet, n'est-ce pas, de nous poser quelques questions essentielles. Ces petits partis politiques, parce que c'est des petits partis politiques, qu'est-ce qui permet la création de partis politiques tout le temps? C'est notre charte, c'est la charte des partis politiques, qui n'a pas renforcé notre option du multipartisme intégral, et donc permet que 120 personnes ayant la qualité, puissent créer un parti politique. C'est aussi simple que ça. Ici, nous sommes 5 millions de qualifiés, vous savez que vous voyez, n'a pas encore fini. Et donc ces nombreux partis politiques, eh bien, n'ont aucune influence sur les événements politiques. Vous prenez un parti, dans son unité, il n'est capable de rien d'influencer sur quoi que ce soit. Alors, la solution, c'est les alliances, c'est les regroupements, les rassemblements, et tout le monde va chercher à grossir à la veille des élections. Et dans le pays, vous avez vu déjà les présidents qui se sont succédés, ils viennent, bon, ils parlent avec tous les partis politiques, etc., on les rassemble, et puis bon, ça y est. Mais, ne vous faites pas d'illusions. Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Parce qu'ici, ce qui se passe est tout simple. Pour faire un gouvernement, le président de la République se dit, bon, il y a, pour le cas que je connais le mieux, il y a 83 partis politiques qui m'ont soutenu, 239 mouvements et 1239 personnalités. J'ai 5 ans, c'est tout ce monde-là qu'il faut voir, et puis pour faire un gouvernement au Bénin, les régions, comme je vous ai dit, les régions comptent beaucoup. Si vous faites un gouvernement avec 8 ministres dans Lomé, que le président de Lomé fait un gouvernement de 8 ministres dans Lomé, et qu'il y a un seul donc, dans la Takoa et le Bergou, vous aurez des problèmes. Et donc, comme l'a si bien souligné mon ami Marcel de Souza, ben voilà, les intérêts régionaux et, je dirais, le tribunisme. Il y a des tribuns dans chaque région qui veillent à cette chose-là. Oui, ce n'est pas le tribunisme qu'on retrouve peut-être en Grande-Bretagne ou autre, mais c'est un tribunisme d'un certain type. Le frère ou le grand frère qui représente le département ou à tout le monde la circonscription électorale comme parrain politique de tout le monde, il a des relations privilégiées avec le pouvoir traditionnel. Généralement, il s'appuie sur
les rois, les chefs de village, les chefs de terre, et le tour est joué. Ils font pression. Et parce que le président de la République a besoin de renouveler sa légitimité populaire dans 5 ans, il est obligé de composer. Et ce sont les vraies raisons, disons, qui poussent le président de la République à choisir telle personne ou telle autre. Ce n'est pas l'appartenance politique. Ça, je vous le dis. Parce que cette multitude de petits partis qui entraînent le clientélisme, c'est vrai, chacun utilise les moyens qui sont à sa disposition pour compter après. Sinon, ceux-là sont des corvéables, taillables, merci. Si vous êtes dans une coalition primaire qui porte le président, un président au pouvoir, eh bien, bon, mais tout le monde est ensemble, vous êtes dans la grande marmite et quand de temps en temps on pense à ces gens-là, on en tire un ou deux et puis c'est fini. Mais on négocie peut-être avec celui qui a un groupe parlementaire, qui dirige un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale, et après cela, tout le reste, il me reste 10 minutes, on a dit. Donc tout le reste ne compte plus. Ok. Donc, à bon entendeur, demi-mot, parce que vous restez ensemble, vous dites, bon, on a contribué, on a fait ci et ça. À mi-chemin, quand vous faites une réunion de votre coalition, les plaintes sont premièrement, nous on n'a rien eu. Nous on n'a rien eu, bon, moi je n'ai rien eu, moi je n'ai rien eu. Et quand vous entendez tout cela, vous mettez ensemble, vous en faites, bon, les attentes de mon parti ou de ma coalition, vous revenez, c'est presque impossible à gérer. Ça, je vous le dis, c'est presque impossible à gérer. Et donc, on se rabat. Si vous êtes d'un parti politique, il vaut mieux être donc un membre de la religion du chef de l'État. Il vaut mieux pour vous d'être de la même religion que lui. Il vaut mieux pour vous que vous soyez donc dans son cercle familial ou dans la région où il connaît mieux les gens. Ça peut vous permettre d'espoir d'aller au gouvernement. Sinon, vous n'irez pas au gouvernement. Parce qu'ici, il n'y a pas de place au mérite. Il y a même le délit du mérite parfois. Je dis, il y a même le délit du mérite. Et certaines fois d'ailleurs, le délit de faciès. Et c'est ça qui est le plus difficile à gérer. Donc, les partis contribuent à la formation du gouvernement, mais c'est seulement s'ils comptent donc dans l'établissement des rapports de force à l'Assemblée nationale. Les autres partis ne comptent pas, ils comptent très peu. La tribu compte mieux, la région compte mieux, la religion compte mieux. En tout cas, c'est ce que nous avons vécu ces dernières années. Alors, moi j'interpelle, je vous l'avais déjà dit, les éminentes personnalités, vous avez vidé mon sujet, c'est pourquoi je ne m'attarde plus. Tout est dit, je ne dis plus. Parce que vous avez presque tout dit. Il faut interpeller la charte des partis politiques. Nous ne pouvons pas, dans un système, dans un régime présidentiel fort, laisser le président de la République en roue libre. Dans d'autres pays, c'est une équipe qui va au pouvoir. Ici, c'est un conglomérat de petits partis. Bon, lui individuellement, qui ne représente rien du tout, qui reste là avec les mouvements, surtout les mouvements sont très nombreux. Je vous ai dit tout à l'heure, nous avons eu 439 et qui sont là et qui agitent les choses et tout le monde. Quand on va à la télé, il faut commencer par, disons, dire de très belles choses à entendre à celui qui est le président. Sinon, ce n'est pas bien. Donc, j'ai compris que le ministre Huito a connu quelques déboires parce qu'à la suite, n'est-ce pas, des choses tellement ordinaires. Bon. Mais il y a plus grave que ça, comme je lui disais tout tantôt. Il n'y a que le mérite même gêne. Il n'y a que l'appartenance, la non-appartenance à une religion ou à une autre, ou l'appartenance à une ou à une autre, constitue déjà un problème. Donc les partis politiques, ils ne participent que dans la mesure que je viens d'énumérer, parce que ce régime fort, non encadré, génère un monarque. Et quand il y a un monarque, il y a le clientélisme, il y a la valtaille, et bien sûr, le reste, je ne vous le dis pas. On chante les panégyries, les choses. Les dossiers de l'État ne sont pas ce qui préoccupe. Et chacun essaye de chanter au mieux, n'est-ce pas, le panégyrie du chef de l'État.
Ce n'est pas de cela que un président de la République a besoin. Et ceux qui l'entourent doivent l'aider, n'est-ce pas, à trouver des solutions aux problèmes de la nation. Mais ce n'est pas toujours cela que l'on retrouve, puisque ceux dont il s'agit ne se sont jamais occupés de quelque thématique que ce soit, dans quelque cercle que ce soit. Ils ne sont capables de rien, mais ils sont là parce qu'ils appartiennent à une région, parce qu'ils sont tribuns, parce qu'ils comptent dans la région là-bas, ou bien qu'ils comptent dans une région. Ce n'est pas des gens qui ont été militants formés à certaines thématiques, ou qui sont des hommes outillés pour s'occuper de tel secteur qu'on se retrouve au gouvernement. Eh bien, le président de la République est parfois obligé de tout faire, lui tout seul. Il y a quelques cadres, qui font bien leur boulot, mais il y a une multitude d'autres, un certain nombre de ministres que le président de la République est obligé de renforcer, d'aider à faire ci et ça. Et le président de la République devient plus à plaindre qu'à autre chose, parce qu'il est obligé de s'occuper de tout lui-même. Ministre de l'Agriculture, il faut que le président de la République s'occupe, n'est-ce pas, de ceci ou de cela. Ministre de l'Éducation, il faut que le président de la République dise, mais quand même, il faut passer à ceci, cela. Alors, je crois que, mais le clientélisme et la cour aidant, eh bien, vous savez, on ne dit jamais autre chose que de dire, le président, tout va bien, oui, monsieur le président, oui, monsieur le président. Ceux qui doivent lui dire, oui, mais, sont très rares. Et ceux qui lui disent non, c'est des téméraires. Madame, vous avez dit non. Voilà. Donc c'est pour vous dire simplement que, parti politique, si nous voulons compter, allons-y dans de grands ensembles. Renforçons la charte des partis politiques. Mais il y a aussi les institutions qui sont des institutions de compte pouvoir en réalité et qui n'ont aucune capacité d'arrêter un président dans le régime qui est le nôtre. Les institutions de la République, déjà dans leur loi organique ou autre, ou dans leur règlement intérieur, la façon dont la direction de ces institutions-là sont constituées porte le gène, n'est-ce pas, de l'asservissement de ces institutions à l'exécutif. Donc, c'est deux choses pour dire que nous devons transcender nos ethnies, se dire que nous devons construire une nation. Transcender cela ne veut pas dire qu'il faut vouer aux gémonies nos ethnies, disons, dénoncer nos identités, ce n'est pas cela. Mais savoir que nous avons une nation à construire, que seule la nation vaut de nos jours, et qu'il faut, en ce moment-là, bien sûr, savoir tenir compte, dans un aménagement du territoire intelligent, faire en sorte que chaque région ait sa spécialisation dans la contribution au développement de notre pays, et pas que forcément, si mon fils n'est pas ministre, nous ne risquons pas d'être désenclavés, si mon fils n'est pas au gouvernement, nous ne risquons pas d'avoir une université ou un centre universitaire. Il faut plutôt qu'un aménagement intelligent du territoire nous permette de donner à chaque région, à chaque zone de notre pays, sa spécialisation dans la contribution de la richesse nationale. Ensuite que nous renforcions un peu, quand même, nos tests qui ont été éprouvés et qui sont vraiment, qui ont fait leur temps et qui méritent d'être revus. La question de la révision de la Constitution est appelée ici. Comment le faire dans une inclusion totale? Comment le faire dans une confiance? Comment faire renaître cette confiance pour qu'on y aille? La charte des partis, comment rationaliser cette chose pour renforcer des partis politiques? En avoir, comme quelqu'un l'a dit, une dizaine, une quinzaine, tous ceux qui veulent pas avoir leur parti, mais bon, une dizaine qui compétissent et qui nous permettent de désigner, n'est-ce pas, nos représentants de l'Assemblée nationale et le personnel politique de notre pays. Voilà ce que je pense. Ce n'est qu'une introduction. Nous sommes là pour répondre à toutes les questions. Merci de votre attention. Je remercie monsieur le ministre, monsieur Moutongi, qui n'a pas été difficile à modérer, qui a su bien lire les petits papiers que je lui ai glissés, qui est resté globalement dans le temps. Je vous remercie sincèrement de cette concision. Et j'inviterai monsieur Tometi à emboîter le pas au ministre Moutongi, en restant aussi dans les limites des 20 minutes
pour qu'on puisse engager après un débat enrichissant et permettre aux personnalités qui nous ont offert leur journée de vite repartir. Vous avez la parole. Merci beaucoup, professeur Ivo et toute l'équipe de l'association béninoise du droit constitutionnel. Il m'a été demandé d'opiner sur le thème « La stabilité gouvernementale et la bonne gouvernance sous le renouveau démocratique ». J'ai mis 2 points. Et c'est sur les conditions d'un développement efficace et durable au Bénin. Ma contribution m'a été inspirée par un ouvrage que j'ai lu exactement, ça fait 20 ans, écrit par le professeur Michel Crozier, intitulé « La crise de l'intelligence, essai sur l'impuissance de l'élite à se réformer ». Et cet ouvrage m'a permis de faire le lien avec, vous savez, Nicolas Machiavel, son ouvrage « Le Prince », dont le vrai titre est « Le Prince », a 500 ans cette année. L'ouvrage a été écrit en 1515. J'ai déjà animé une petite discussion pour célébrer les 500 ans de Machiavel. Parce que nos politiciens ont eu tendance à déformer ce que Machiavel a dit. Machiavel a dit que pour gouverner, conserver le pouvoir, c'est dans l'alternance du vice et de la vertu. Il n'a jamais dit de gouverner par les vices. Mais au Bénin, comme dans beaucoup de pays africains, nous avons appris à gouverner par les vices. Ce que nous souhaitons pour notre pays, c'est une inversion de tendance pour que désormais on puisse gouverner par les vertus. Mon expérience en matière de gouvernance ou d'analyse des institutions m'a permis de parcourir 18 pays africains. Et très souvent, je préfère échanger avec les ministres qui ne sont plus en poste qu'avec les ministres en poste. Pourquoi? Parce qu'au nom de l'obligation de réserve, on vous sert des contre-vérités et des non-valeurs. Et quand vous rencontrez les anciens ministres, ils vous parlent vrai. Alors, quand je fais la cartographie institutionnelle du Bénin, je suis triste. Parce qu'en mai 1984, quand le président Kérékou a demandé au ministre de l'Agriculture, Adolphe Biaou, de lui faire le point de l'application des décisions en Conseil des ministres de janvier 1980 à mai 1984, c'est à moi qu'on a demandé de digérer ce dossier. J'étais très jeune à l'époque. Et pendant que je faisais cet exercice, j'étais en relation avec le directeur adjoint du cabinet du président Kérékou, paix à son âme, le doyen Napom Jonas, qui était en même temps le conseiller technique à l'agriculture du président de la République. Je suis allé le voir une nuit, je dis, je suis traumatisé parce que je suis en train de lire que moi, après cette expérience, je quitte l'administration publique pour mettre ma plume, mon intelligence et ma voix au service d'un combat. Donc j'ai commencé ce combat sur les questions institutionnelles au Bénin depuis mai 1984. Mais pour aller dans un combat ou sur le théâtre des opérations, il faut s'armer. Et le problème de nos partis politiques, c'est quoi? 235 partis politiques. Les 235 partis politiques, vous avez peut-être 5 partis politiques qui veulent conquérir et exercer le pouvoir. Mais tout le reste là, ils veulent participer au pouvoir sans conquérir le pouvoir. C'est du business. Dans quel pays vous avez vu un président gouverner? Ministre Alexandre Ntonji, les chiffres que j'ai reçus, c'est que Yahi Bonou, enfin, docteur Yahi Bonou, président de la République, chef de l'État, chef de gouvernement, il a gouverné avec 94 partis politiques et plus de 300 mouvements affiliés. Comment on peut gouverner avec ça? Ce n'est pas possible. Donc, nous avons de sérieux problèmes en matière de coordination de l'action gouvernementale. Personne ne peut choisir des hommes de qualité dans ce paysage-là. Alors, qu'est-ce que je constate? Le comportement, sinon la psychologie d'un chef d'État détermine le contexte de son pays. Pour près de 80%, son comportement, son profil psychologique. C'est pourquoi on ne peut pas choisir n'importe qui pour être président des biens communs. Bien commun, c'est les hommes, le territoire, le patrimoine, les valeurs, les symboles. Nous sommes dans un système d'écroulement des valeurs dans notre pays. J'ai fait une analyse diachronique des discours du général Mathieu Kérékou. Je suis un collectionneur des discours. Et le mot mensonge revient à répétition et abondamment.
Même son discours de juillet 2005 face aux enseignants de Louis Plateau, occasion durant laquelle il a dit qu'il ne va plus réviser la Constitution du 11 décembre 1990, chacun de nous doit relire ce discours-là. Moi, j'ai honte pour mon pays parce que j'ai pratiqué la plupart des coopérations en tant que consultant ou expert, et aussi j'ai été dans l'administration, j'ai honte pour mon pays. Les cadres béninois se comportent comme des mendiants. Comment vous pouvez stabiliser un système de gouvernance quand vous n'êtes pas capable, planificateur, économiste, juriste, agronome, capable de planifier votre développement axé sur la devise du pays, fraternité, justice. Qui a jamais fait ça? Aucun de nous, depuis 1960, nous ne savons pas planifier le développement de notre pays basé sur la devise de notre pays. Alors que le développement doit être basé sur la fraternité, sur la justice, sur le travail. Ce sont ces trois mots qui sont en crise dans notre pays. Nous sommes dans la déchéance totale des valeurs. Vous savez, je vous ai écouté tout à l'heure, je ne vais pas rentrer trop dans le document. Après, je donnerai quelques clarifications conceptuelles sur ce qu'on n'entend pas stabilité gouvernementale. C'est un concept très polysémique qui a X dimensions. C'est que quand on fait la cartographie rapide du Bénin, on constate quoi? C'est que nous ne faisons pas beaucoup attention au profil psychologique de celui qui va être président de la République. S'il a un profil psychologique qui est déséquilibré, le pays sera géré de façon déséquilibrée. Et c'est très important. C'est pourquoi nos médecins qui reçoivent les candidats pour les examens ne doivent pas être corrompus. Je n'en dirai pas plus. Un autre aspect très important, le gaspillage de la qualité des ressources humaines dont dispose un pays, c'est aussi un gros problème de l'instabilité ou de la déstabilisation d'un système de gouvernance. Vous êtes bon, vous êtes gaspillé. Vous devenez ennemi. On vous envoie au garage. À l'époque, on parlait de garage des cadres. C'est inadmissible pour un pays pauvre. Le cœur de nos problèmes, c'est le gaspillage de la qualité des ressources humaines dont on dispose. Le refus de reconnaître le mérite. Et on fait la promotion de ce qu'on appelle l'inaptocratie. La promotion de gens inaptes. Inaptocratie. Inaptocratie. Oui, non, c'est un terme qu'on utilise en modélisation institutionnelle. Nous avons aussi constaté durant cette période du renouveau démocratique ce qu'on peut appeler la confessionnalisation du pouvoir d'État, qui est un pan du mélange des genres. Et après, nous avons aussi la communalisation de la fonction ministérielle. C'est triste pour nos pays. On n'a que des ministres de zone, on n'a pas des ministres de la République. On peut les appeler ministres, mais ils ne sont pas ministres de la République par leur comportement et par leur façon de faire. C'est dans les pays en conflit, parce que j'ai beaucoup travaillé dans les pays en conflit. Beaucoup. Et quand je regarde le comportement des hauts cadres dans ce pays, même des ministres, je me demande si on a des ministres. Parce que quand on nomme les gens, il faut les réunir quelque part et les aider en matière de clarification conceptuelle. Quand on dit président de la République, quels sont les déterminants de ça? Quand on dit chef de gouvernement, de quoi? Le gouvernement, c'est la conduite des affaires de la cité. Le président de la République, il est garant de l'intérêt général et de la lutte contre la prédation des valeurs et des biens communs. Quand on dit chef d'État, il incarne la puissance publique. Là, on est sur le terrain de la gestion des flux et la gestion des rapports de force. C'est là où intervient deux éléments importants, la géopolitique et la géostratégie. Nous avons la banalisation de la fonction présidentielle. Regardez. Excusez-moi, moi ça ne me dit plus grand-chose. C'est-à-dire l'écroulement des symboles. C'est-à-dire tout ce qui fait la puissance, la prestance, le prestige de toutes nos hautes fonctions, ça a été, banalisé.
Vous voyez des badauds qui sont candidats à l'élection présidentielle. C'est une vaste... Non, mais c'est... Le prestige de la fonction. Non. Il faut réhabiliter le symbolisme dans la conduite des affaires publiques. Et puis, quand on nomme n'importe qui comme ministre, là aussi, vous avez des ministres incapables de lire un discours écrit. Je ne dis pas improvisation. Vous savez, les fonctions publiques demandent une certaine éloquence, une certaine capacité. Vous voyez, mais on n'a pas ça. Et puis, nous avons... C'est terrible notre pays. Non, je suis triste quand j'en parle parce que j'ai pu quitter l'administration depuis 20 ans sans demander même de droit parce que je suis révolté. Oui, je n'ai pas demandé de droit pour vérifier. Ça fait 20 ans, cette année que je suis parti. Je suis un révolté. Et depuis ce temps, depuis 1984, je lutte seul. Et quand je sors mes réflexions, je ne les vends pas, hein, vous pouvez vérifier. Si quelqu'un vend, bon, ce n'est pas mon problème. C'est l'écroulement de tous les symboles. Donc quand on veut stabiliser nos républiques, la première démarche, c'est de restaurer la valeur des choses. Un autre aspect très important, c'est la mobilité ou le nomadisme des services d'État. Quelqu'un parlait tout à l'heure des directions qui se baladent de ministère en ministère. Avant, je faisais l'effort de garder les noms des ministères, les noms des ministres. Maintenant, j'en suis incapable. C'est tellement long que le symbolisme qu'on devait retrouver dans la dénomination d'un ministère, on n'a plus ça aujourd'hui. Non, mais c'est un gros problème. Alors, on se demande, hein, quartier latin de l'Afrique. Enfin, je ne sais pas. Mais il y a quelques années, je travaillais, en 1991, le PNUD m'avait envoyé pour travailler sur la planification régionale à Abomey. Et j'étais allé voir l'association de développement d'Abomey, qui avait un joli nom, Vidécon. Et j'ai cherché à en savoir un peu plus. On m'a dit, Vidécon, il est Tanado, mais dès qu'on j'ai plutôt le sentiment que les cadres ont lâché les cadres béninois ont lâché leur pays à cause de la culture de la prédation des valeurs et de la prédation des biens communs. Nous sommes retournés dans une civilisation de cueillette. Et de chasse. Je sais de quoi je parle. Hein. Et ce qui me gêne et me dérange, c'est que moi, je suis dans ma 61e année et je continue le combat. Je suis très jeune d'ailleurs. Ce qui me dérange, c'est quoi? C'est que vous avez des jeunes qui s'essayent en politique et en 2 ans, 3 ans deviennent hyper riches. Tout de suite. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui compte en politique? La vie politique normale a besoin d'une dose de pudeur ou de scrupule. De peur rationnelle, parce qu'il faut une dose de peur, parce que l'éthique, c'est le système de freinage intérieur de l'homme qui lui permet de dire arrête-toi maintenant, tu ne peux pas aller au-delà. La vie politique a besoin aussi de pouvoir. Le pouvoir, c'est la capacité. C'est l'autorité qui est la source d'influence. Mais quand le pouvoir, c'est la capacité de réflexion, d'action, de transformation de sa société. De patience. Mais on nous a gouverné dans l'improvisation, dans l'impréparation, dans... C'est terrible. On met tout le monde sous stress. Vous savez, il y a une maladie dont souffrent les chefs d'État, dont souffraient les rois avant, qui s'appelle le stress du souverain. Quand le souverain est déséquilibré mentalement, dès lors le service de renseignement émet une fausse information, ça y est, il faut sauter tel ministre, il faut tel est contre vous, et puis ça y est. Vous savez, moi j'ai travaillé 2 ans sur la réforme du secteur de la sécurité en Centrafrique. Je sais que vous êtes passé par là. Quand je regarde le fonctionnement des institutions du Bénin ici, nous sommes au bord de la ligne rouge. En 2009, quand j'ai lancé l'alerte pour dire attention, Boko Haram, c'est à côté là. Je n'ai pas été suivi. Et puis après, 2010, je reprends la même chose. Maintenant, on est obligé d'injecter de gros moyens. Alors, la stabilité gouvernementale a plusieurs aspects. Il y a la stabilité administrative, j'en ai parlé un peu, la stabilité politique et la stabilité économique. Quand vous regardez, malgré tout ce qu'on reproche
au général Kérékou, il a été celui qui a eu les meilleures performances économiques, inégalées jusqu'à ce jour. En 1981, il a eu un taux de croissance économique de 9,95%. Et régulièrement, il tournait autour de 5-6%. Mais pour quitter, il est descendu à moins, les chiffres sont là, il était à moins 2, le chiffre est là. Et ce qui est intéressant, c'est là que c'est important, la qualité des ressources humaines. À moins 2, et quelques, le président Soglo et son équipe ont tiré le pays jusqu'à 4 et quelques, et le pays s'est retrouvé sur la moyenne quinquennale autour de 6%. Et quand Kérékou est revenu aux affaires, il est resté dans cet élan, mais pour son deuxième mandat, le système de prédation s'est mis en place et il est descendu encore autour de 3%. Et quand vous voyez le docteur Yahi Boni qui nous a promis un taux de croissance à 2 chiffres, on n'aura jamais cela. Parce que moi j'ai fait une analyse diachronique depuis 1961 jusqu'à maintenant. C'est le gouvernement qui a la plus grande capacité de mobilisation financière, c'est tout. Mais en termes de qualité des réalisations, c'est le gouvernement le plus faible depuis 1961. Et dans la filière économique, vous avez, dans la filière coton, j'ai comparé tous les régimes. Vous allez voir, la performance de la filière coton a été obtenue avec le président Soglo sous le ministre Ndiaye, qui est resté 1 an pour la transition et 5 ans durant tout le mandat du président. Et la filière coton a été réformée, redressée. On a eu les meilleures performances. Quand Kérékou est revenu, Kérékou le démocrate, il est resté aussi dans l'élan. Durant le premier mandat, j'ai mis dans le document la production, bonne performance. Mais deuxième mandat et dernier mandat, cafouillage total, plongé, le port était devenu vache à lait, ça pompait, ça prédatait, et le coton pareil, et le système merdique étant en place, on mettait en place des intrants de mauvaise qualité. Alors par rapport à tout ça, puisque le document sera enrichi par tout ce que vous avez dit, combien de ministères il faut? Parce que là, c'est un peu mon métier. Et ce qui me dérange, c'est que sur la période de Yahi Boni, moi je travaille, j'accompagnais la réforme du secteur de l'agriculture au Burundi. Sur la même période, jusqu'à 3 mois après, le Burundi n'a eu que 2 ministres de l'agriculture. Et ici 7. Et le meilleur des ministres qu'on a eu sous ce régime du docteur Yahi Boni, il a fait à peine 9 mois, c'est Dossoui. Parce que je connais la plupart, j'ai été du système. C'est terrible pour notre pays, c'est triste. J'en ai honte. Parce que parfois, en Mauritanie, j'accompagnais la réforme du secteur de l'agriculture. Quelqu'un m'a dit, mais monsieur Tometi, tout ce que vous dites là, on est d'accord avec vous. Mais dans votre pays, il semble que ça ne va pas là. Votre président, il est ministre de l'Agriculture, ministre de la Santé, ministre de l'Éducation, on le voit partout. Qu'est-ce que je vais dire? Je viens prêcher là-bas la bonne nouvelle dans mon propre pays. Qu'est-ce que je fais pour bouger? Mais je suis fatigué. Je suis fatigué. Alors, ce que je voudrais vous proposer, excusez-moi, j'ai presque fini. Non, parce que je tiens à dire ça. Vous savez, pour gouverner ce pays, je vais juste vous donner des chiffres. Parce que j'ai même fait des estimations jusqu'aux directions générales et directions. Parce qu'il faut qu'on soit précis à ce niveau-là. Donc, quelle est la méthodologie peut-on utiliser pour configurer la structure d'un gouvernement? J'ai utilisé la méthode dite sectorielle. D'abord, nous avons les secteurs transversaux. Et dans les secteurs transversaux, j'ai presque fini, professeur. Dans les secteurs transversaux, nous avons la fonction publique, l'économie et finance, plan et développement, travail, justice, défense, sécurité, administration du territoire, diplomatie, environnement, habitat et urbanisme. Quand on prend les ministères des secteurs sociaux, nous avons la famille constituée de l'éducation nationale, recherche, développement, santé, eau, la famille et affaires sociales, et assurance, sport, culture et loisirs. Et la dernière catégorie, c'est le ministère des secteurs productifs. À ce niveau, nous avons les travaux publics, l'agriculture, l'artisanat, les mines, l'énergie, l'industrie, le commerce et le tourisme. À partir de cette typologie, je ne vais pas rentrer dans les détails, mes calculs ont révélé qu'avec 18 à 21
ministère, ce pays est bien gouverné. Premier élément. Mais il ne suffit pas de s'arrêter là parce que la déstabilisation ou l'instabilité gouvernementale, parfois, un ministre peut faire 5 ans là, mais il fait 5 ans avec des gens incompétents qui vont produire de l'instabilité à l'intérieur de la stabilité. Donc on peut avoir de l'instabilité dans la bonne gouvernance comme on peut avoir de l'instabilité dans ce qui paraît bonne gouvernance. Comme on peut avoir de la stabilité dans la malgouvernance, comme on peut avoir de la stabilité dans la bonne gouvernance. Mais on n'a pas le temps de clarifier ces éléments de détail. Ça, moi je les ai vécus dans plusieurs pays, parce que je ne fais que ça. Et à partir de là, nous nous sommes dit, par ministère, en 18, avec 4 à 7 directions générales ou agences nationales, c'est largement suffisant. Et on regroupe tout dans cette direction générale. Et dans une direction générale, on ne doit pas dépasser, on doit être à 3 à 5 directions à l'intérieur de chaque direction générale. Et à partir de là, nous allons nous retrouver entre 250 et 300 directeurs. Point barre. Les directeurs n'ont pas droit au véhicule de fonction. Seuls les directeurs généraux. Professeur Yvon, j'ai abusé du temps. J'ai encore beaucoup de choses à dire, mais ce que je voudrais vous dire, donnons un peu à notre pays. Parce que j'ai constaté que nous n'aimons pas notre pays. Et nous aimons trop nous mentir. Souvent, nous nous retrouvons pour nous mentir mutuellement. Et dans cette civilisation des ténèbres ou de l'obscurité, quelle stabilité vous pouvez avoir? La stabilité est une donnée de la transparence. Et vous savez, la première vocation de toute réforme, c'est d'injecter une dose de transparence. Et nous n'aimons pas la transparence. Les gens vont vous dire, moi j'ai été déjà dans des mécanismes d'audit institution, on m'a dit, ben, écoutez, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, M. Tometi, pour ces expériences de terrain. Votre réputation vous avez précédé auprès de l'Association béninoise de droit constitutionnel qui a tenu à vous inviter à ces assises pour que vous partagiez votre expérience d'expert et vos réflexions sur la question avec les invités. Je vais laisser la parole à présent au ministre Victor Tokpanou, professeur de sciences politiques à l'Université d'Abomey-Calavi, qui va maintenant nous livrer ses réflexions sur quel nombre et quel profil des ministres pour une efficacité gouvernementale. Chers collègues, vous avez la parole. Merci, monsieur le professeur. D'entrée de jeu, je vais prévenir que je serai moins incisif et peut-être beaucoup plus policé dans mes réflexions, parce que l'engagement souvent militant fait penser que lorsqu'on a des conclusions, à des convictions inébranlables. Je pense qu'en toutes circonstances, il faut savoir faire la part des choses, savoir poser les prémices, tirer des conclusions par après. Je ne suis pas sûr que sur le plan politique, il y ait un seul pays au monde qui se satisfasse ad vitam aeternam de son système. Tous les systèmes sont en évolution. Et parce qu'elles sont en évolution, ils font appel à la qualité des hommes. Et j'aurais tellement aimé intervenir sur beaucoup de choses qui avaient été dites, mais je m'en abstiendrai. Mais je ne puis quand même pas m'empêcher de revenir sur 2 points. Vérité pour vérité, disons-nous la vérité, est-ce que la qualité des hommes politiques béninois n'est pas en cause? Quand moi je regarde tous les jours les présidents de mouvements de suscitation de candidats qui sont des acteurs politiques, qui sont juste incapables de lire le papier qu'on leur a écrit et qui butent. Vous vous posez la question sur la qualité des acteurs politiques. Moi, je regarde dans la classe politique béninoise. Il doit en avoir à peu près une dizaine, une quinzaine avec lesquels je peux m'asseoir et discuter sincèrement. Faites l'analyse, faites l'expérience, vous vous rendrez compte de ça rapidement.
au moins 80% des acteurs politiques béninois vous diront que la dernière lecture qu'ils ont faite remonte à 10 ans. Et souvent des livres, comment voulez-vous vous faire diriger par des gens à la limite de l'inculture générale? Il faut qu'on se dise la vérité à un moment donné. Moi, je vois les acteurs politiques. J'entends bien la qualité de leurs réflexions. Je vois les propos qu'ils tiennent. Parfois, avec plein de fautes à la télé, ils vous disent qu'ils sont les acteurs politiques du Bénin. Et c'est eux qui ont accès aux médias. Alors, si vous ne pouvez pas régler ça en amont, vous allez vous plaindre tout le temps. Mais ça ne sera que sans suite. Parce que le fond du problème, il est là. Nous avons une qualité des acteurs politiques à qualité médiocre, qualité intellectuelle s'entend, médiocre. Moi, je le dis non pas en tant qu'acteur, mais je le dis en tant qu'universitaire. Donc le problème, il est là. Moi, je ne... Il faut qu'on se dise la vérité. Vous avez des gens à la télé, vous les voyez tous les jours, ils parlent des acteurs politiques qu'ils suscitent sans les jamais avoir connus. Jamais. Ils n'ont jamais été avec eux. Mais ils leur découvrent des qualités, des talents extraordinaires, comme si vraiment c'était des envoyés de Dieu. Mais bon, on est où là? Et ça touche le vrai problème du Bénin, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, nous avons dans notre pays toutes les ressources humaines pour développer notre pays. Sauf que ces ressources humaines ont une conception totalement négative de la classe politique. Totalement négative. Au point où elles refusent de s'associer à elle. Vous avez dans le secteur privé, ou même dans la fonction publique, des gens d'excellentes factures. Mais qui vont vous dire, votre politique là, moi je ne suis pas dedans. Ils veulent quoi après? La nature a rendu vide. Et parce qu'ils ne sont pas là, les médiocres vont prendre la place. Ça ne veut pas dire que dans notre pays, il n'y a pas de gens bien. Il y a beaucoup de gens bien dans notre pays. Énormément d'ailleurs. Moi, j'entendais tout à l'heure Mme Zanouvi pousser son cri de cœur. Oui, mais elle refusera de rentrer en politique. Si vous lui demandez, comme je la connais, elle commence ses phrases comme ça. Et puis vous renvoie. Mais vous laissez le pays après à qui? Et vous vous plaignez de quoi après? Vous ne retrouverez au sommet de l'État que des gens qui ont utilisé le vide créé par les gens bien pour s'exprimer. Nous sommes dans un pays où vous êtes mieux vu selon que vous revendiquez le premier, le chaos, ou bien que on vous implique dans des affaires de crimes financiers. Oui, mais pourquoi vous vous plaignez après? Alors, si vous connaissez des gens bien autour de vous, que vous pensez qu'eux, ils ont une certaine culture de l'État, un certain sens de l'intérêt général, faites, c'est votre participation citoyenne. Obligez-les à s'engager. Parce qu'à l'arrivée, nous avons des gens, tous les Béninois, 90% des Béninois ne veulent pas adhérer à des partis. C'est aussi pour ça que les partis sont faibles. Personne ne veut adhérer aux partis. Tout le monde attend la veille des élections pour créer leur mouvement. Eux tous, hein, pour apporter leur soutien à des gens. Mais une fois l'élection passée, ils ont oublié. Le mouvement disparaît. Mais parce qu'en réalité, et au-delà, on revient encore à cette conception qu'ils ont de l'État, c'est-à-dire un immense gâteau. Et ils sont convaincus qu'à temps régulier, tous les 5 ans ou tous les 4 ans pour les législatives ou pour les 5 ans pour les communales et autres, on va redistribuer. Et pendant la redistribution, il faut être présent. Donc il faut venir créer son mouvement, crier et se faire soutenir. Mais dès que c'est fini, vous ne les verrez plus. Mais on le sait tous. Qui est-ce qui ne sait pas ça dans cette salle? On le sait tous. Au point où, dans cette conception complètement erronée de l'État, on en est arrivé à une relation gouvernant-gouverné totalement exécrable. Dans la tête de nos compatriotes, quoi qu'il arrive, les gouvernants sont tous des salauds, des voleurs, des corrompus. Au point où même en fond, quand vos petits à la maison veulent vous dire que vous mentez, comme ils savent qu'on ne dit pas à papa qu'on ment, politique gloirienne.
Politique, il est. Politique, c'est mensonge. Dans la conception de nos compatriotes, c'est ça. Vous ne pouvez rien leur enlever de ça. C'est tellement ancré que ces gens-là, ils ne vous attendent qu'au rendez-vous pour prendre leur part. Mais ce que ces gouvernants ne savent pas, ces gouvernés ne savent pas, c'est la conception que les gouvernés aussi ont d'eux. Parce que même les acteurs politiques, quand ceux avec qui vous avez des affinités, vous discutez avec eux, vous leur demandez ce qu'ils pensent des gouverneurs, vous dites c'est tous des corrompus. Moi, il y en a un qui m'a dit que depuis le sein de sa mère, le Bénin est corrompu. Donc si tu vas le voir avant que les élections arrivent, il ne te demandera qu'une chose, ton argent. Pourquoi tu veux que j'aille le voir avant que les élections arrivent? Donc je préfère garder mon argent. À la veille de l'élection, je sors mon argent. Et puis on continue. Voilà. Je savais exprès qu'en disant ça, j'allais consommer sur le temps qui m'est imparti. Mais comme j'ai fait un travail plutôt soft, je ne me suis pas inquiété d'utiliser cette petite minute-là. Bien. On m'a demandé de parler... Le sujet était sous forme interrogative. Quel nombre et quel profil des ministres pour une efficacité gouvernementale? Alors la difficulté de ce thème réside dans le fait que l'on ait voulu introduire la technicité, c'est-à-dire la recherche à tout prix de l'efficacité, dans un domaine essentiellement politique, le travail gouvernemental. L'efficacité est entendue dans sa forme collective. Autrement dit, l'opinion peut bien dire d'un ministre à titre individuel qu'il est efficace, sans que pour autant elle n'ait une image positive du gouvernement dans son ensemble. Par efficacité gouvernementale, il faut entendre la perception fondée ou non fondée que l'opinion peut avoir de la qualité du travail des ministres composant le gouvernement en termes de réussite. L'opinion dit d'un gouvernement quand on a l'opinion dit d'un gouvernement quand on a le sentiment qu'il apporte des solutions, qu'il est bon, quand on a le sentiment qu'il apporte des solutions aux problèmes quotidiens. Il est efficace en fonction du bilan visible des actions du dit gouvernement. Donc, la base de l'efficacité gouvernementale rejoint dans cette approche définitionnelle celle du travail gouvernemental. Je voulais à ce niveau rappeler la nuance entre l'efficacité gouvernementale qui est une perception, et une perception peut être juste ou fausse, alors que le travail gouvernemental est objectif et on ne peut pas ne pas parler de ce travail. Donc c'est à ce niveau que c'est à partir de cette base que j'ai conduit le reste de la réflexion. Mais le thème tel qu'il est libellé laisse suggérer que l'efficacité gouvernementale se mesurerait au nombre et au profil des ministres qui composent le gouvernement. Et j'ai bien entendu les différentes interventions tout à l'heure, elles semblaient confirmer cette approche. Et c'est là peut-être que moi je prendrai le contre-pied de tout cela. Parce que pour moi, on ne peut affirmer, sans risque de se tromper, que l'efficacité gouvernementale n'est subordonnée ni au nombre des ministres, encore moins à leur profil. J'aborderai donc dans une petite première partie fonction ministérielle, une fonction essentiellement politique, et dans une deuxième partie, un travail pourtant technique. En ce qui concerne la fonction ministérielle, une fonction essentiellement politique, quelqu'un l'a dit tout à l'heure dans la salle et je confirme, la composition d'un gouvernement dans un pays est un exercice éminemment politique.
qui tient compte des réalités politiques du moment. Et parce qu'il s'agit d'une fonction essentiellement politique, elle ne peut être évaluée ni à l'aune du nombre des ministres, ni à celle du profil des ministres. En effet, en ce qui concerne l'efficacité gouvernementale qui n'est pas liée au nombre des ministres, c'est le chef du gouvernement qui donne l'orientation qu'il veut à son gouvernement. Pour l'essentiel, comme je disais tantôt, en tenant compte des objectifs poursuivis et de la vision globale de la politique générale qu'il se fixe. En effet, le nombre de ministres dans un gouvernement renseigne en réalité beaucoup plus sur le train de vie de l'État que sur l'efficacité du travail gouvernemental. Plus le gouvernement est pléthorique, plus le train de vie de l'État est élevé. Et moins il y a de ministres, moins le train de vie de l'État est élevé. J'aurais pu descendre au niveau des directions, mais M. Tometti le disait tout à l'heure en disant que les directeurs généraux peuvent avoir des voitures, que les directeurs non. Évidemment, c'est tout ça qui participe du train de vie de l'État et ça ne se sent pas seulement au niveau des directions, on le ressent également au niveau des ministères. Lorsque, par exemple, le Bénin choisit d'avoir un ministère de l'Éducation nationale, il s'agit de rechercher pour l'essentiel une coordination entre les objectifs spécifiques de chaque ordre d'enseignement. Pour certains, cette coordination est extrêmement importante, tandis que pour d'autres, elle n'est pas utile. Chaque ordre d'enseignement étant suffisamment autonome pour se passer d'une coordination. Dans le premier cas, on crée un ministère de l'Éducation nationale avec au mieux 3 secrétariats d'État chargés de chaque ordre d'enseignement et au pire avec 3 gros départements. Mais dans le second cas, il est créé 3 ministères différents pour les 3 ordres d'enseignement. Le Bénin a expérimenté les 2 formules. Je me souviens très bien sous les coups du ministre de l'Éducation nationale Alahassa Zissou Damien. Et depuis le départ de ce dernier, le ministère a éclaté en 3, sans que personne ne se plaigne de façon criarde d'une quelconque inefficacité gouvernementale consubstantielle à cette subdivision. Par ailleurs, lorsqu'il a plu au président Boni Yayi de donner une dimension nouvelle à l'économie de la mer, il a décidé de créer un ministère de l'économie maritime directement sorti du ventre du ministère des Transports et des Travaux publics. Et en même temps que cette nouvelle création participe d'une augmentation du train de vie de l'État, il est légitime de chercher à savoir si l'isolement de ce secteur d'activité contribue réellement ou non à accroître la production de la richesse nationale. C'est dans cette condition que je fais le deuxième saut en disant autant je considère que l'efficacité gouvernementale n'est pas liée forcément au nombre de ministres, mais en plus, elle n'est pas liée à un diplôme universitaire. Pour être ministre, on n'a pas besoin d'un diplôme, mais d'une compétence. On n'a pas besoin d'un diplôme, mais d'une compétence. C'est au Bénin qu'il y a une espèce de fétichisation des diplômes, encore que la plupart d'entre eux les ont acquis dans des conditions contestables. Et nous, on s'attend à ce qu'un ministre de la Justice soit un homme de droit, magistrat, avocat ou professeur d'université. Et qu'un ministre de la Santé soit nécessairement un professeur agrégé en médecine. C'est qu'en règle générale, on admet que la fonction ministérielle est une fonction éminemment politique. Et qu'en tant que telle,
elle doit être confiée aux seuls acteurs politiques. Tandis que le travail technique relève de l'administration centrale, qui, elle, est strictement réservée aux techniciens. Dans ces conditions, il suffit juste pour le ministre d'avoir développé des compétences dans le secteur du département ministériel qu'il occupe pour faire du travail efficace. Il y a quelques années, le ministre togolais de la Justice, actuel président de la HAC, était un journaliste, Jean Kokotozo. Il en était de même au Cameroun. Monsieur Ali, on lui a flanqué un secrétaire d'État qui lui était un professeur de droit, Camto. Et pourtant, ils font de très bons travail, de bon travail chez eux. Ils ont fait, puisque je sais que le Togolais menait à la HAC. De même, alors que le Bénin pensait que l'on ne peut nommer un ministre de la Santé, professeur agrégé de médecine, le Burkina Faso faisait la promotion à la tête de ce ministère d'administrateur des hôpitaux. Par ailleurs, alors que le Bénin pensait que pour être un bon ministre de l'économie et des finances, il faut absolument sortir du sérail de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, le meilleur ministre de l'économie des temps modernes de la France, socialiste, avait pour nom Pierre Bérégovoy et n'avait à la base qu'un diplôme de mécanicien fraiseur. Ajusteur. La preuve, c'est que dans l'actuel gouvernement, d'ailleurs, du Bénin, le ministre de l'économie n'est plus sorti de la BCEAO. De même que le ministre de la Santé n'est plus un professeur agrégé de médecine. Est-ce que pour autant, on a le sentiment que le travail est si mal fait au point de revendiquer par grève successive le retour d'un prof agrégé à la tête du ministère de la Santé ou d'un prof agrégé de droit à la tête du ministère de la Justice? Je ne pense pas. Et c'est ce qui m'amène à la deuxième partie que j'ai intitulée « La rationalisation du travail gouvernemental ». Oui, il faut aller chercher, me semble-t-il, l'efficacité du travail gouvernemental dans sa rationalisation. Et cette rationalisation se fait à deux niveaux, à savoir la rédaction et la présentation des communications, d'une part, et l'organisation des conseils des ministres, d'autre part. En ce qui concerne la technique de rédaction des communications, le contenu des communications est conçu pour faciliter le travail des ministres. Elles doivent nécessairement ressortir trois éléments importants, à savoir l'objectif poursuivi par l'activité et nécessairement son lien avec la politique générale du secteur. Deuxièmement, le financement de l'activité. Et troisièmement, la disponibilité de ce financement. À telle enseigne que lorsque vous avez à introduire une communication en Conseil des ministres, quand vous n'avez pas le sésame du ministère de l'économie et des finances qui dit que sur votre budget, cette ligne budgétaire a encore de l'argent, peut financer cette activité, on ne vous l'autorise pas. Et quand on ne vous l'autorise pas, le secrétariat général du gouvernement a pleinement le droit de ne jamais programmer cette communication, sauf instruction contraire du président de la République. Ainsi, par exemple, l'organisation d'une foire de l'indépendance doit pouvoir concourir au rayonnement et à la vulgarisation de la production nationale. Et en tant que telle, elle doit pouvoir être financée sur le budget national et des revenus générés par l'allocation des stands. Le ministère de l'économie et des finances doit pouvoir attester que sur le budget du ministère du Commerce, la ligne consacrée à cette activité est bel et bien alimentée afin de l'autoriser. Et comme je disais tantôt, lorsqu'une communication ne contient pas toutes ces informations, il revient au secrétaire général du gouvernement de dire au ministre, votre communication ne peut pas passer. En ce qui concerne maintenant l'organisation du Conseil des ministres, la rationalisation du Conseil
se joue à deux niveaux, là aussi, à savoir, d'une part, la durée des travaux et d'autre part, la périodicité des conseils des ministres. Ce qu'il convient de rationaliser dans un conseil des ministres, aussi bien en ce qui concerne la durée que la périodicité des conseils, c'est le coût de l'activité en termes de masse horaire. En effet, pour un gouvernement de 20 ministres, lorsqu'un conseil des ministres dure 5 heures, soit de 10 heures à 15 heures, à raison d'un conseil par semaine, il en coûte aux contribuables 100 heures, soit 5 fois 20. Mais lorsqu'il dure 10 heures, c'est-à-dire de 10 heures à 20 heures, il lui en coûte 200 heures. Et lorsque l'on a 3 conseils des ministres par semaine, il lui en coûte 600 heures, soit l'équivalent du travail journalier de 75 fonctionnaires à raison de 8 heures de travail par jour. C'est trop pour les ministres qui, ce faisant, n'ont même pas souvent le temps de faire face à la charge administrative de leur ministère et encore moins la maîtrise des dossiers techniques. Or, il est de notoriété publique que chez nous, il y a parfois jusqu'à 5 conseils des ministres par semaine, voire plus, avec des durées de travail allant souvent au-delà des 10 heures. S'il y a donc une rationalisation à faire, à mon sens, ce serait bien sûr sur ces deux aspects, à savoir la durée d'une part et d'autre part la périodicité. Mais pour y faire face, tout dépend pour l'essentiel du chef du gouvernement, de sa capacité d'organisation personnelle dépend de beaucoup l'organisation du Conseil des ministres. La seule volonté du secrétaire général du gouvernement n'y suffirait pas. Il n'a en l'occurrence qu'un rôle de conseil que le président peut suivre ou ne pas suivre. Moins il y a de communication par conseil, moins il dure. Et plus il y en a, plus il dure. En effet, dans un gouvernement composé de 20 membres, lorsque tous les ministres doivent prendre la parole sur un sujet, à raison de 3 minutes par ministre, fois 20 communications programmées, cela fait 60 minutes. À raison de 20 fois 3. Et lorsque 20 communications sont programmées, cela fait 1200 minutes, soit 20 heures de conseil. C'est pourquoi certains conseils s'étalent sur 2 voire 3 jours. Avouez que pour des ministres adultes, cela paraît bien long pour soutenir leur attention. Mais l'autre spécificité du travail gouvernemental sous le président actuel, ce sont les descentes régulières sur le terrain des membres du gouvernement pour aller expliquer leur politique. Autant on peut regretter qu'administrativement et techniquement, elles éloignent les ministres des bureaux, autant il faut bien admettre, j'ai le faible de le penser, que politiquement, elles sont souvent efficaces et permettent de contenir les risques de manipulation et de désinformation. Dans beaucoup de pays, et je finis par là, les conseils des ministres sont rigoureusement hebdomadaires, 1 fois par semaine, et ils durent 2 heures d'horloge. Il est donc possible de faire beaucoup mieux chez nous. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Nous allons passer à la phase des questions et contributions. Donc, nous laisserons la parole à ceux qui le souhaitent, à la fois pour poser des questions, mais pour faire part soit de leur expérience, soit de leurs observations. Et les questions seront adressées aux 3 communicateurs de ce panel.
Merci bien, monsieur le professeur. Je voudrais intervenir d'abord en félicitant le docteur Moutoni pour l'exposé très pragmatique qu'il a eu à faire. Mais je voudrais souligner que, est-ce que les problèmes qu'il a soulignés concernant la nomination des ministres, concernant notre situation politique, ne doivent pas retrouver les prémices dans le multipartisme intégral? La démocratie, c'est un voyage. On sait où ça commence, mais on ne sait pas où là ça finit. Et est-ce que notre pays, nous avons 230 partis, est-ce que nous avons 230 projets de société ou des clubs électoraux? Parfois, même dans des villages, il y a 4 partis. Et c'est des partis qui vraiment ne servent pas à grand-chose. Vous avez dit sans influence, je suis d'accord avec vous. Et donc, nous devons rechercher les prémices dans le multipartisme intégral. Notre pays, les États-Unis n'ont que 2 partis, républicains et puis démocrates. Pourquoi ne pas avoir 2 ou 3? Et ce sera plus efficace que de perdre notre temps. Et c'est des tas de mensonges, c'est des pugilats. Et mieux, c'est souvent des vous-là qui annoncent. Et puis bon, voilà. Ensuite, je voudrais revenir à l'exposé de M. Tometi. Je suis d'accord avec l'analyse qui a été faite, mais je crois que votre analyse devait aller plus loin. Au Bénin, les gens ne travaillent plus. Et donc, nous devons remettre ça au centre de tout ce que nous faisons. Donc, il faut reformater et le gouvernement et l'administration. Moi, je suis resté au ministère du Développement. J'ai vu quelle peine j'avais avec tous mes collègues ministres lorsqu'il s'agit de faire des projets, de voir les stratégies à mettre en cause, de voir les résultats, de voir objectifs par ressources qu'on met en place, etc. Mais les gens ne travaillent pas. Ils sont toujours à la recherche de primes et d'indemnités. Prime, indemnité. Et quand vous dites à des gens de travailler, ils disent qu'il faut faire un arrêté qui prouve que, bon, le budget national, on doit y marger. Sinon, le travail ne marche pas. Et donc, il faut rebâtir une administration de développement. On appelle l'administration de développement l'administration au service de tous et au service du développement. Et c'est ça seul qui peut faire reculer la pauvreté, faire reculer l'informel et le chômage. Si on ne le fait pas, quelle que soit la taille, que ce soit 18, que ce soit 20, que ce soit 25, tout demeure dans l'efficacité. Et je suis d'accord avec vous, l'efficacité passe par la stabilité. On ne peut pas gérer un ministère en 4 mois, en 5 mois et avoir des résultats. Ce n'est pas possible. Vous n'avez même pas le temps de prendre connaissance des dossiers. Et vous passez la moitié de votre temps au Conseil des ministres. Moi, j'ai été membre du Conseil des ministres. Après 3 heures, 4 heures, vous voyez les couches se balancer. Donc, il y en a qui dorment. Et ils dorment. C'est ça le vrai problème. Alors, quand vous dites que, bon, il ne faut pas être de la BCAO pour être ministre des Finances, je dis attention. À la BCAO, on a des principes rigides. On a un principe, si vous assistez à une réunion, au bout de 2 heures, la réunion ne prend pas fait, vous pliez vos bagages, vous sortez de la salle et notre gouverneur dit, vous avez raison. Les réunions doivent être bien préparées. Sinon, on perd du temps. Et le Conseil des ministres, ici, c'est considéré comme un organe de débat. Oh, ce n'est pas un organe de débat, c'est un organe d'adoption. La France que nous suivons, c'est 2 heures, une fois par semaine. Le Togo, c'est 2 heures, une fois par semaine. Et nous sommes plus patriotes, et nous passons beaucoup de temps au Conseil, et on discute, et il n'y a pas d'efficacité aussi. Donc, la stabilité, je suis d'accord avec vous. Et en fait, dire que nous devons, au niveau du Conseil des ministres, comme au niveau de la nomination, rationaliser, comme l'a dit M. Topalon. Nous devons rationaliser. Tout est rationalisé. Et si nous ne sommes pas d'accord pour le faire, mais je ne sais même pas qui va le faire. Parce que nous avons une classe politique d'une médiocrité rare. Vous savez qu'on est très médiocre. Et j'en fais partie. Hein. La médiocrité est rare. Vous voyez les politiciens, souvent, c'est des gens qui mentent beaucoup, qui vous disent à gauche, il faut aller chercher à droite. Vous n'êtes pas sûr de ce qu'il vous dit. Mon seigneur de Joseph disait, quand tu discutes à un politicien, vous entendez sur A et B. Mais quand vous mettez devant les gens, ils commencent par X, Y, Z. Ils ne sont milieu là, ce n'est pas un bon milieu. Vous voyez? Donc c'est ça qui nous poursuit. Il faudrait que notre médiocrité là, nous ayons une bonne volonté, une union sacrée pour pouvoir se dire, nous devons aimer notre pays et voir comment faire des choses de manière honnête et transparente. Deuxièmement, nous avons des syndicats aussi d'une férocité rare. Féroce. Puis l'indemnité, augmentation, et puis statut particulier. Ça, c'est tout le temps. Mais est-ce que les ressources que nous avons nous permettent de préjuger de cela? Ensuite, la société civile. Là également, c'est une société civile qui va au gré du vent, s'adapte suivant la situation, comme des politiciens.
Et donc, c'est une remise en cause générale que nous devons faire et revoir notre charte des partis, revoir notre constitution, parce que qu'on le veuille ou non, on aura à réviser la constitution. On n'aime pas cela, on ne va pas toucher les bornes. Ni parler de l'âge, ni parler de nombre de mandats, mais pour raffermir le contrôle et la transparence, il nous faut la Cour des comptes. Ça, c'est indispensable. Tôt ou tard, on le fera. Mais sans que vraiment il y ait un parti pris ou des idées derrière. Quand vous construisez une maison, ça fait 25 ans, le taux peut perforer, il peut avoir des petits trucs, il faut ajuster et puis refaire, c'est tout. Donc voilà le complément que je voulais faire et féliciter les trois qui ont eu à bien documenter leur exposé et remercier également encore une fois le président Aïvo pour le travail remarquable que fait la BDC. Je vous remercie. Quand on est ministre et que le chef de l'État vous invite à la présidence, qu'on limite aussi le temps qu'on passe dans les salles d'attente. Le message est de Madame Mathis Adidjatou. À l'épreuve de l'attente. Ceci étant, pour ce qui me concerne, je n'ai rien à redire sur les exposés qui sont suivis, mais M. Tomité, la défiance, alors je ne sais pas si le mot n'est pas trop fort, moi je parle dans mes communications de crise d'identité, crise des institutions, et autres, crise des fonctions publiques, et autres, crise de l'administration, crise politique et autres. Bon, et vous n'avez pas pu mettre l'accent sur le rôle de l'argent. L'argent. C'est important aujourd'hui. Et ça déstructure, ça désorganise, ça désarticule. Et tout le monde est à la recherche de l'argent. C'est important. Par rapport aux partis politiques, disons que leur faiblesse, la faiblesse de leur représentation, renvoie directement aux religions, à ce que le professeur, le docteur Montoyi parlait de, comment il a dit, certains peuples locaux sur lesquels on fonde toutes les actions, parce qu'il y a les élections, n'est-ce pas? Alors, c'est la faiblesse des partis politiques. Et par rapport aux communications, il faut limiter le nombre de communications et renforcer l'autonomie et responsabiliser davantage les ministres. Parce que quand il y a trop de communication, il y a trop de temps qu'on y consacre par rapport à ce que vous avez dit. Ma dernière intervention porte sur les symboles qui s'écroulent. Il faut revenir sur cela parce que c'est très très important. Ça pose une question de la sociologie de l'administration. Et pour abonder dans le même sens que le ministre Marcel de Souza, il faut reconstruire l'administration publique et que l'on revienne sur les vertus de la neutralité, de l'indépendance de l'administration publique, parce qu'il n'y a pas un exercice du pouvoir sans une administration efficace. Merci. Merci beaucoup, monsieur le président du Présidium. Je crois que tout a été pratiquement dit par les deux qui m'ont précédé. Mais j'aimerais revenir sur des faits. Des faits qui dénotent quelque chose que, de par notre culture, nous avons de la peine à dire. Parce que la plupart des fautes ou des insuffisances qui ont été trouvées, qui ont été citées ça et là, par les trois brillants présentateurs, sont liées essentiellement à la personnalité du chef, le leadership. Et c'est surprenant que vous n'en ayez pas parlé. Je m'attendais à voir un cours, une présentation sur les qualités du leader, et que je n'ai pas vu. Je vais vous raconter deux histoires, comme ma dada, Dakoko en a raconté ce matin. Deux brèves histoires. Oui, deux. Non, attendez, vous ne m'avez pas limité au départ. Que je sache.
Ah, de fait, j'ai droit à combien de minutes? Non, allez-y, monsieur le ministre. Vous savez, quand j'étais au gouvernement, tous les 2 jours, je rencontrais le chef de l'État et nous discutions des problèmes du pays. Et une fois, je suis sorti de son bureau, j'ai été rattrapé à la sortie du bureau par un des membres influents du palais, qui n'était pas ministre, qui m'a dit, monsieur le ministre, bon, quand vous allez en conseil, n'est-ce pas? Je dis, oui, je vais en conseil des ministres. Et il me dit, quand vous arriverez là-bas, le président va vous demander quels sont les ministres qui ont des nominations aujourd'hui. Et vous allez répondre, vous avez une nomination, la nomination s'appelle le DG d'une société qui était sous ma juridiction. Je dis non, je ne peux pas, je ne travaille pas comme ça. Je suis désolé, je viens de le quitter, il ne m'a rien dit. Si c'était si important que ça, il allait m'en parler. Donc moi, je ne me vois pas en train d'aller dire des choses que je ne maîtrise pas. Vous vous débrouillez, dit, monsieur le ministre, vous vous débrouillez, le président et vous avez des relations spéciales, allez vous débrouiller. Je dis très bien, j'assume. J'arrive en conseil, le conseil se passe très très bien. Bon, je me disais, je me suis fait avoir encore par la bénévolerie. Et puis à la fin du conseil, effectivement, le président dit, messieurs les ministres, quels sont les ministres qui ont des nominations? Je me suis tué. Et curieusement, il commence par moi. Le ministre, vous n'avez pas de nomination aujourd'hui? Ah, je dis, bon, oui, président. J'ai une nomination. Et il me fait, c'est qui? Qu'est-ce que vous avez comme nomination? Je dis, j'ai une nomination comme directeur pour telle société. Il me dit, très bien, secrétaire général du gouvernement, prenez l'autre. Et puis il dit, non, attention, attendez. Monsieur le ministre, mais vous connaissez ce monsieur avant de le proposer comme ça? Ah, l'autre oui. Je lui dis, non, monsieur le président, je ne le connais pas. Il dit, alors pourquoi vous le proposez? Je dis, parce qu'on m'a dit que vous le connaissez. Tu te souviens, non? Je dis, parce qu'on m'a dit que vous le connaissez. Il dit, ah bon? Qui vous a dit ça? Je dis, non. Monsieur le président, excusez-moi, ce n'est pas des choses à dire. Quand nous serons deux, je vais vous dire. Il dit, non, je vous instruis de me donner le nom. Je dis, quand cela ne tienne, monsieur le président, c'est un tel qui m'a dit ça. Il dit, depuis quand ce monsieur nomme les directeurs de société en conseil de nous? Je dis, je ne sais pas. Je dis, je ne sais pas. Et ce jour-là, à la sortie du conseil, le président me fait appel. Il dit, mais monsieur le ministre, c'est pas sérieux? Je dis, qu'est-ce qui n'est pas sérieux? Il dit, mais vous présentez les affaires d'État en public? Ah, je dis, président, excusez-moi, si c'était les affaires d'État, c'était entre vous et moi. Mais quand il y a une tierce personne, je ne sais pas ce que ça cache. C'est pour ça que je m'en suis débarrassé gentiment. Il dit, bon, ça va. Je vous donne cet exemple pour que vous voyez ce qui se passe quand il s'agit des hommes. Le problème que nous avons, bien sûr, il y a tous les détails des règles et procédures de l'administration qu'il faut revoir. Je suis d'accord avec le ministre de Soudan. Mais je dois dire qu'il ne faut pas faire des réformes sans tenir compte de la personnalité des hommes. Il faut des collaborateurs qui ont appris à être aussi des chefs avant d'être dans le gouvernement. Il faut, quelqu'un a parlé des députés tout à l'heure pour être ministre. C'est important d'avoir dirigé quelque chose avant d'arriver et ne pas lier votre sort au gouvernement au seul bon vouloir
du président de la République. Mais Obama, il n'aime pas tous les ministres qui parlent. Mais il les soutient, il les accepte. Vous n'êtes pas obligé d'aimer vos collaborateurs, mais vous devez leur reconnaître une seconde compétence. Encore autre chose. Quand vous nommez les ministres, ayez du respect pour eux. Moi, j'aime qu'on me respecte. Si je travaille avec vous, je veux que vous me respectiez. Et je veux vous respecter. Mais quand une ministre est en train de lire son texte et de zone franche informatique, et que vous dites, président de la République, devant tout le monde, regardez-moi ça, madame, vous n'êtes même pas capable de lire ce qu'on vous écrit. Vous n'êtes pas capable de dire ce que vous savez. Mais au moins, ayez la délicatesse de lire ce qu'on vous a écrit. Je n'aimerais pas ridiculiser, humilier mon ministre en public. Si c'est comme ça, je ne le nommerai pas. Si je suis président de la République. Donc, c'est ça les problèmes de fond qui se posent aux réformes. Il faut réformer, c'est sûr, mais aussi il faut tenir compte de toutes les règles qui vont empêcher le numéro 1 de devenir un dictateur. Tout ce qui peut contribuer à, comme a dit monsieur, je crois que c'est monsieur Topano qui a dit ça ce matin, ou c'est monsieur, c'est le président lui-même qui a dit ça, qu'il faut renforcer le contre-pouvoir. Il faut qu'il y ait un contre-pouvoir dans le pays. Dans tous les grands pays, il y a des contre-pouvoirs. Avançons progressivement vers cela. Je vous remercie.